Parce que depuis que je suis en cinquième, un de mes camarades de classe, lors du cours de CM, il avait défini la démocratie au Cameroun comme le gouvernement des vieux, par les vieux et pour les vieux. Moi, j'étais scandalisé ce jour parce que nous, on nous avait enseigné que la démocratie, c'était le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est depuis ce jour que je commençais à m'interroger, à m'intéresser à l'alternance générationnelle dans ce pays. Je faisais cinquième. 20 ans après, on constate que rien n'a changé. Rien n'a véritablement changé. Le président de la République lui-même, quand il rentre et qu'il est sous-directeur au ministère de l'Éducation sur Mbombo Ndioya, il a quel âge? Il a 24 ans. Ça, il faut aussi le dire aux Camerounais. « 1962, Yaoundé. Une photo, noir sur blanc, regard fixe, trait encore lisse, chargé de promesses et d'incertitudes. Un visage que l'histoire n'a pas encore marqué. Dans les couloirs encore neufs du pouvoir camerounais, un jeune homme avance à pas mesurés. Il a 29 ans. Il s'appelle Paul Biya, chargé de mission à la présidence de la République. Il n'est pas un héritier. Il ne vient pas des grandes familles qui dictent l'ordre politique. Il n'a ni clan, ni fief, ni armée de notables derrière lui. Mais il a autre chose. Une intelligence froide, méthodique, une ambition silencieuse, presque invisible et une capacité rare, observer, apprendre, attendre. Les années passent et son nom, discret au départ, commence à s'imposer. 1965, directeur de cabinet au ministère de l'Éducation nationale. 1967, directeur du cabinet civil de la présidence. 1968, secrétaire général de la présidence avec rang de ministre. À chaque étape, il déjoue les pronostics. À chaque nomination, il bouscule un ordre établi dominé par les anciens, les barons, les figures tutélaires du régime. La jeunesse chez lui n'est pas une faiblesse. Elle devient une arme. Il comprend les rouages, il maîtrise les silences. Il sait quand parler et surtout quand se taire. 1975. Paul Biya est nommé Premier ministre. Un choc dans le cercle du pouvoir, un signal clair. L'ascension n'est plus un hasard. Puis vient 1982, l'année de la bascule. Paul Biya devient président de la République. Son parcours ressemble alors à un feuilleton politique, une montée inexorable, presque irréelle. Le film d'un homme qui incarne aux yeux de beaucoup l'espoir d'un pays encore jeune, encore en construction. Un homme que l'histoire est en train d'installer au sommet, sans encore révéler le prix que cette ascension fera payer à la nation. Mais ce n'est pas seulement une success story personnelle. Ce parcours dit autre chose. Il raconte une époque. Il raconte une époque où la jeunesse comptait. Où l'histoire, où l'État croyait encore à la force des nouveaux venus. Où l'on pensait que l'intelligence, le travail et la loyauté pouvaient suffire à bâtir une nation. Paul Biya incarne alors l'espoir, la modernité, la promesse d'une rupture avec les anciens systèmes, avec les réflexes hérités d'un autre temps. À travers lui, des milliers de jeunes Camerounais se reconnaissent. Ils y voient un modèle. La preuve vivante que les rêves ne sont pas condamnés à rester des slogans. Son ascension nourrit une conviction collective.
pour ses ambitions et un jour accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Plus de 50 ans ont passé. Le décor a changé. Les décennies se sont succédées. Le paysage politique camerounais s'est transformé. Et le rêve de la jeunesse, si puissant au lendemain de l'indépendance, semble peu à peu s'être dissipé, étouffé, freiné, confiné. Une élite s'est installée et elle refuse obstinément de passer le relais. Prenons par exemple les 10 gouverneurs des régions dans notre pays. Est-ce qu'on compte une femme? Non. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu une femme gouverneur. Est-ce pour dire que des femmes ne peuvent pas commander? La réponse est non. Il y a des femmes préfets. Il y a des femmes préfets, certes. Elles sont combien? Mais pourquoi on ne promeut pas celles-là qui sont préfets depuis 10 ans, depuis 15 ans? Vous avez parlé des jeunes. Montrez-moi un seul gouverneur des régions au Cameroun qui n'est pas en retraite. Puisqu'on part, les fonctionnaires ils partent en retraite à 60 ans dans notre pays. Quel est le gouverneur au Cameroun qui n'a pas 60 ans? Vous voyez que ceux qui sont censés incarner nos institutions brillent par une violation permanente de nos lois. Vous allez parler des grands-mères, c'est-à-dire des maires des villes. Nous comptons 14. Aucune femme n'a jamais été maire des villes depuis ma naissance, depuis que je m'intéresse à la vie politique dans notre pays. On va aller au niveau des recteurs. Nous avons 11 universités d'État, une seule femme recteur. Et elle est combattue parce qu'on trouve qu'elle n'a pas cette place-là. Elle usurpe cette place parce qu'elle est une femme. Les jeunes, quel jeune est recteur dans notre pays? Quel jeune est gouverneur dans notre pays? Quel jeune est grand-mère dans notre pays? Et c'est un problème. Parce que moi je crois que ceux qui ont construit notre pays, ceux qui ont lutté pour l'indépendance dans notre pays, c'était des jeunes, de 23 ans, de 36 ans, ils étaient dans la trentaine. Pourquoi on veut nous faire croire aujourd'hui que les jeunes sont incapables de tout et que les vieux sont capables de tout? Si les vieux étaient capables de tout, mais écoutez, notre pays serait très développé. Puisqu'on nous demande l'expérience pour bien gérer la République. Mais ceux qui ont l'expérience, qu'est-ce qu'ils produisent comme résultat? Est-ce que la gestion de notre pays est enviable? La réponse est non. Et pourtant, en 2025, lors de son investiture, Paul Biya adresse un message clair. Il tend la main à la jeunesse. Il s'adresse aussi aux femmes. Dans son discours, il les appelle à s'engager pleinement dans la marche du pays. Il affirme que les jeunes constituent la force vive du Cameroun, qu'ils doivent recevoir les clés du développement, qu'ils doivent être mis en capacité de relever les défis de l'avenir. Aux femmes, il rappelle leur rôle central dans la société. Il les exhorte à investir davantage les sphères politiques, économiques et sociales. Il insiste sur la nécessité de créer les conditions de leur épanouissement. Jeunes et femmes sont alors présentés comme des piliers. C'est le septennat des jeunes et des femmes, des acteurs essentiels de la stabilité, des moteurs de la prospérité nationale. Un appel solennel, une parole forte qui résonne avec les promesses d'hier et interroge les réalités d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas comptables de la déception, de la surprise de ceux-là qui croient encore au discours du président de la République. Nous ne sommes pas comptables de leur courroux. Donc il faut comprendre qu'en 43 ans d'exercice du pouvoir, M. Paul Biya n'a jamais rien dit qu'il a implémenté. Ça, il faut d'abord le connaître. De deux, je ne suis ni surpris ni déçu de tout ce qui se passe. C'est parce que nous connaissons, nous sommes dans le jeu politique camerounais depuis plus de 20 ans. Nous connaissons que le discours de prestation de serment du président de la République, c'était un leitmotiv pour calmer le jeu, calmer les jeunes qui étaient courroucés par ce qu'ils vivaient. Et puis ben voilà, là, le premier test, le tout premier test, vous vous rendez compte qu'on passe à une sorte de bis repetita, c'est-à-dire on prend les mêmes, on recommence. Novembre 2025, les Camerounais se rendent aux urnes pour
élire leurs conseillers régionaux. Les résultats tombent. Majorité absolue du RDPC dans les 10 régions. Les présidents sont élus les 16 et 17 décembre. 7 réélus, 3 nouveaux. Tous hommes, tous du RDPC, tous mûrs. Pas une femme, pas un jeune. Le leadership ici est verrouillé. Aucun renouvellement, aucune parité. Le rêve de la jeunesse, si puissant en 1962, semble s'être évanoui. Étouffé par une élite qui refuse de passer le relais. Le drame est là et il est palpable. Le pays qui, il y a plus de 60 ans, avait osé confier ses destinées à un jeune homme semble aujourd'hui incapable de faire confiance à ses propres enfants. Les femmes et les jeunes sont nulle part dans notre pays. Les vieux, ils sont partout. Ce n'est pas qu'au niveau des conseils qu'on ne retrouve pas des jeunes. Et ça me choque beaucoup lorsqu'on sait que dans notre pays, nous comptons 21 millions de jeunes, c'est-à-dire 70% de la population. Et si nous extrapolons et arrivons à 50 ans, parce que pour moi, même à 50 ans, on est relativement jeune, ça fait 28 millions de notre population. Et ceux-là qui confisquent l'essentiel du pouvoir, l'essentiel des postes décisionnels dans notre pays, représentent 6% de notre population. Les femmes qui sont exclues globalement de la gestion de notre pays, des postes stratégiques dans notre pays, mais la femme, c'est 15,3 millions d'habitants, c'est-à-dire 51% de notre population. Comment on arrive à penser un développement inclusif, un développement co-construit, en excluant les femmes et les jeunes d'un processus décisionnel? C'est inadmissible. Aucun des 10 présidents des conseils régionaux élus récemment n'entre dans la catégorie des jeunes, c'est-à-dire moins de 40 ans, selon les profils publics et les listes vérifiées. Les sortants réélus comme Gilbert Jimmy Yevuna du centre ou Oumarou Ousmanou du nord, ainsi que les nouveaux tels que Gervais Erindo du sud ou Aliou Issa de la Damawa sont tous des figures expérimentées du RDPC avec des longues carrières dans la politique locale. Malgré les appels répétés de Paul Biya pour promouvoir la jeunesse, ce scrutin reflète une reconduction des caciques, une élite qui se perpétue. 7 réélus sur 10 consolident donc ce bloc de pouvoir. Des tensions internes existent, mais aucune percée réelle pour les jeunes n'est visible. Les priorités présidentielles, emploi des jeunes, renouvellement du leadership restent lettres mortes. L'enjeu dépasse les individus. Ce blocage est une question de société, une question de justice, une question de développement du futur collectif. La décentralisation, censée rapprocher le pouvoir du peuple, se transforme en verrouillage des élites. Et les jeunes, tout comme les femmes, pourtant moteurs du changement, sont relégués au rôle de figurants. Des 10 régions, il n'y a aucun qui puisse aujourd'hui dire qu'il est vieux. Si je prends le conseil régional, le président du conseil régional littoral, 68 ans, est-ce qu'il est jeune? Je prends l'ouest, 63 ans. Je prends le centre, 81 ans. Vous partez où avec ces retraités? Il faut qu'on se dise, si je me mets à lister là, vous allez voir que personne n'a moins de 60 ans parmi eux. Et vous allez voir, c'est les réélus, c'est-à-dire sur 10 conseils, 10 conseils régionaux, 7 ont été carrément reconduits, 3 ont été réélus. La Damawa qui passe au RDPC à cause de cette mésentente qu'on a pu faire insérer ou créer dans l'UNDP. Donc, vous comprenez, Serge Alain, que premier test grandeur nature, les propos, les promesses du président de la République, c'est à mettre aux oubliettes. Et je le dis, en politique, il n'y a pas de jupe. Il faut laisser ça de côté. Cette affaire de dire non, les présidents des conseils régionaux, ils devaient avoir au moins une fois. Il n'y a pas de jupe. Il faut se battre.
Et c'est exactement ce qui se passe dans le sud où la bataille pour le leadership régional prend des allures de psychodrame politique. Ebolova, au cœur du sud, région natale de Paul Biya, devient le théâtre d'un affrontement sans précédent au sein du RDPC. Le comité central investit officiellement Antoine Bikoro Allo, cadre expérimenté. La joie est de courte durée. L'élection est annulée. Tension interne, accusation. Les militants et militantes se mobilisent. Ils refusent la décision du comité central. Ils exigent un scrutin libre et transparent. Deuxième jour, c'est Gervais Erindo, ancien bâtonnier, grand officier de l'ordre national de la valeur, qui monte en puissance. Le symbole est fort. La base du parti, souvent silencieuse, impose son choix face à la hiérarchie. Mais ce n'est pas tout. Cathy Meba, figure montante du parti, ambitionnait la présidence. Après une bataille inédite, elle n'obtient que le poste de vice-présidente. Victoire à demi-mesure qui illustre ici la difficulté pour les femmes d'accéder aux plus hautes fonctions, même dans un contexte de mobilisation populaire. C'est pas des exercices faciles parce que vous tous qui êtes assis là, les hommes, vous êtes de la même race. Comment ça? C'est-à-dire que au moment où vous vous retrouvez face à une femme, sur un terrain où on parle pouvoir, de manière naturelle, intuitive, vous estimez que la femme peut vous accompagner. La femme peut seconder, mais la femme ne peut pas vous diriger. Moi, je suis persuadée qu'il y a cette difficulté que vous avez à dépasser cette perception de la femme aujourd'hui. Ce qu'on aurait pu faire, c'est profiter du discours du président pour mieux positionner les femmes. Mais nous sommes quand même 30% sur le bureau. Nous sommes 30%, oui. Les jeunes, si on considère que les jeunes ont... Normalement, les jeunes ont moins de 35 ans. Au plus 35 ans. Et c'est vrai, on n'en trouve pas beaucoup. Ce bras de fer à Ebolova révèle une vérité profonde. Les femmes doivent se battre pour exister dans l'espace du pouvoir. Le parti, malgré les consignes de Paul Biya en faveur de la jeunesse et des femmes, botte en touche, réservant les postes clés aux hommes mûrs et aux caciques. Ici, on parle de récompense. Chaque avancée féminine se paye au prix d'un combat acharné. Chaque victoire reste fragile, comme si le système préférait la continuité à la réelle transformation. Le rêve d'égalité lui reste à conquérir, pièce par pièce, dans l'ombre des promesses et des discours officiels. Voilà des gens qui vous disent, nous voulons absolument que dans une région, on ait des femmes. Sur quelle base? Mais batailler. Vous voyez qu'elle a pu batailler, celle a pu batailler, on lui a quand même donné la vice-présidence. Il aurait fallu qu'elle reste tranquille et regarde ou observe donc la discipline partie, qu'elle ne serait même pas dans le président d'une commission. Puis après ça, on va constituer les commissions. Alors, c'est pour dire ces gens-là, les jeunes comme les femmes doivent se battre pour avoir quelque chose si ces gens veulent s'investir en politique. Ne pensez pas que le pouvoir viendra vous retrouver où vous êtes. Et pourtant, alors que Paul Biya, lors de son investiture, proclamait que ce mandat serait celui des jeunes et des femmes, le comité central du RDPC resserre ses rangs. Derrière les apparences, un ordre impérieux circule. Pas de place pour la dissidence. Chaque conseiller doit voter selon les consignes du comité central sous peine de sanction. Cette discipline de fer vise à étouffer toute velléité d'indépendance, surtout dans les fiefs où la base gronde.
comme au sud, où le duel Ndo, Bikoro menace de faire éclater les apparences. Le 15 décembre, Jacques Famendongo, porte-voix du comité central, prend la parole dans un communiqué cinglant. La discipline du parti est non négociable. Les conseillers régionaux investis par le RDPC doivent voter d'une seule et même voix en exécution stricte des directives du président national Paul Biya transmises par le mandataire ad hoc désigné par le secrétaire général du comité central. Toute indiscipline sera sévèrement sanctionnée. Fin de citation. Il martèle que le comité central est, je cite, doté d'une maturité politique et d'un sens élevé des responsabilités, doit guider le loyalisme des militants. Les investitures sont communiquées officiellement dans les 10 régions. Les conseillers sont tenus d'appliquer ces consignes sans réserve sous peine de voir leur légitimité et leur autorité remise en cause. Ce rappel à l'ordre, lancé dans un contexte tendu, illustre la volonté absolue du parti de maintenir la cohésion, surtout à la veille d'élections décisives. Mais cette sortie de Famendongo, pour beaucoup, entre en contradiction flagrante avec le discours du chef de l'État. Alors que Paul Biya appelait à l'ouverture et à l'inclusion, le parti verrouille les portes du pouvoir. La discipline prime sur les promesses d'égalité. Le rêve d'un Cameroun renouvelé, porté par la jeunesse et les femmes, semble ainsi piétiné par les mécanismes internes du parti, qui préfèrent la continuité à la transformation. Voilà qu'on a transformé la décentralisation à une sorte de repartage des postes aux retraités, aux amis politiques qu'on a mis de côté, que ce soit dans les mairies, que ce soit au niveau du conseil régional. Ça devient une affaire des retraités. Il faut dénoncer ça, ces gens-là. Voilà pourquoi il dit les jeunes doivent se jeter dans la politique, les femmes doivent se jeter dans la politique, non pas pour dire non, laissez ce poste à cette femme, laissez ce poste à ce jeune. Non, il faut se jeter et avoir le toupet de pouvoir dire je veux ceci, je vais atteindre à cela. Donc en politique, pour me résumer, il n'y a pas de jupe. En politique, et ceux qui croient au discours de M. Paul Biya, ne venez pas pleurer dans nos oreilles. Le problème de la représentativité ne se limite pas au seul président des conseils régionaux. Il traverse l'ensemble de l'administration au Cameroun, des ministères aux directions générales, des ambassades au comité de gestion des grands projets publics. Malgré les discours récurrents sur la valorisation de la jeunesse et l'égalité des femmes, les postes de commandement restent largement monopolisés par une élite masculine et âgée, souvent en place depuis des décennies. Les jeunes diplômés et les femmes expérimentées peinent à accéder aux fonctions exécutives, même lorsqu'ils ou elles possèdent toutes les compétences et les diplômes requis. Cette absence de renouvellement et de parité se retrouve aussi dans les nominations aux ambassades où les postes stratégiques sont réservés à une poignée de cadres fidèles. Dans les directions, la diversité demeure un vœu pieux, plus qu'une réalité. Le manque de diversité dans l'administration camerounaise limite l'innovation, freine la réactivité et affaiblit la légitimité du pouvoir face à une population de plus en plus jeune et exigeante. Les jeunes, qui représentent plus de 60% de la population, voient leur perspective de carrière bloquée par un système qui privilégie fidélité et longévité au détriment du mérite et de la compétence. Les femmes, elles, doivent multiplier les efforts pour accéder à des postes de responsabilité souvent cantonnés à des rôles secondaires ou de soutien. Ce verrouillage
des postes de pouvoir freinent la modernisation de l'État et renforcent la méfiance des citoyens envers les institutions. Le législateur a commencé par résoudre cette problématique en introduisant dans les dispositifs normatifs cette question. Par exemple, au niveau de la région, on vous dit le président de la région doit être une autorité autochtone et il faut tenir compte de la composition sociologique et du genre. Cela veut dire que le législateur lui-même a déjà posé les jalons qui instituent justement la prise en compte, si vous voulez, des minorités, des personnes vulnérables qui sont donc les jeunes et les femmes. Alors, ces jalons tout, notre administration publique est subdivisée en deux administrations, c'est-à-dire une administration d'État où on retrouve une administration centralisée et une administration déconcentrée. À côté de cette grande subdivision, à côté de cela, il y a l'administration décentralisée. Alors, quand nous prenons d'abord l'administration centralisée, vous vous rendez compte que rien qu'au niveau du gouvernement, vous avez au total 63 membres du gouvernement, c'est-à-dire j'y associe les secrétaires d'État, les chargés des missions. Quand vous faites le décompte, vous vous rendez... les décédés et les démissionnaires? Oui, donc ça veut dire que les postes à pouvoir qui sont prévus, c'est 63. Alors quand vous faites le total, vous vous rendez compte que sur les 63 membres du gouvernement, il y a 8 femmes. 4 qui sont à la tête d'un département ministériel et 4 autres qui occupent le rôle de secrétaire d'État et bien d'autres. Vous voyez déjà qu'à ce niveau-là, il se pose un problème sérieux de représentation, parce que là, on est encore dans l'esprit de la représentation et non de la représentativité. Parce que quand on invoque la représentativité, ici, on convoque les compétences. La décentralisation au Cameroun a été un processus long, progressif, ponctué de réformes successives et de tentatives d'ouverture. Dès les années 1960, le pays a expérimenté des formes de décentralisation, création des régions administratives, mise en place des structures locales, espoir de proximité. Mais chaque tentative se heurtait au même obstacle, le verrouillage des postes de pouvoir par une élite centralisée. Cette élite a toujours préféré la concentration du pouvoir au réel avancée démocratique. L'implémentation de la décentralisation s'accélère avec la loi cadre de 2019 qui officialise la création des conseils régionaux censés incarner proximité, représentativité et diversité au sein même des instances locales. Les présidents de ces conseils sont élus par des conseillers municipaux et les chefs traditionnels dans un scrutin indirect qui donne une légitimité institutionnelle à ses dirigeants. Pourtant, dans la pratique, le processus reste fortement centralisé. Les nominations au poste de président du conseil régional sont souvent contrôlées par le parti au pouvoir. Le renouvellement et la diversité restent limités. Les jeunes et les femmes peinent à accéder à ces fonctions malgré les discours officiels sur la parité et la promotion de la jeunesse. Vous prenez à la tête des circonscriptions administratives, prenez les régions en tant que circonscription administrative, vous avez 10 gouverneurs, aucune femme. Même chose au niveau de la préfectorale, je pense qu'il doit y avoir 1 ou 2 femmes. Bon, les sous-préfets, femmes, on peut avoir 5. Oui, on a là 5 ou 6. Alors, quand vous sortez déjà de cette administration centralisée, vous convenez avec moi que la question du genre, la question justement de la représentation de la jeunesse et même des femmes est déjà brimée et bridée. Maintenant, quand on sort de là, vous prenez la gestion, si vous voulez, la gouvernance locale, où on s'entendrait, parce que le pouvoir ne commence pas par le haut. Il faut d'abord un sous-bassement local, où on doit avoir cette jeunesse dynamique qui doit donc impulser un certain nombre de politiques publiques pour le vécu et la bonne amélioration des conditions de vie des citoyens. Vous vous rendez encore compte que au niveau donc de ces conseils régionaux, vous savez, parce que vous savez ces gens-là autour, la région est l'aboutissement, est l'expression démocratique aboutie de la décentralisation. C'est la raison pour laquelle on vous dit le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées, beaucoup plus la région et non
les communes. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire donc que si la mission d'un conseil régional vise à développer la région, il faut donc y introduire la jeunesse. Parce que le président lui-même le dit, la jeunesse étant le fer de lance de la nation, on ne saurait autant la mettre d'écarter. Cette contradiction entre objectifs affichés et réalité du terrain interroge sur la crédibilité même du processus de décentralisation. Les conseils régionaux censés rapprocher le pouvoir du peuple deviennent des relais de l'élite politique où les décisions sont souvent prises en amont, loin des attentes des populations locales. Les jeunes voient leurs perspectives de carrière bloquées par un système qui privilégie la fidélité et la longévité au détriment du mérite et de la compétence. Les femmes, elles, doivent multiplier les efforts pour obtenir des postes de responsabilité, souvent réduites à des rôles secondaires ou de soutien. Ce constat interroge sur la capacité des institutions locales à refléter la richesse et la vitalité du Cameroun. La décentralisation censée moderniser l'État et renforcer la démocratie devient un enjeu du pouvoir où les promesses de renouvellement et d'inclusion restent lettres mortes. Seul un véritable changement dans les pratiques de nomination et de gestion des carrières pourra redonner confiance à la jeunesse et aux femmes et assurer une meilleure responsabilité et représentativité dans toutes les instances décisionnelles du pays. Le président de la République est la première autorité décentralisée. Pourquoi? Parce que le président de la République peut pas d'un décret qui, révoque un maire. Pourtant, le maire vient d'une élection. Qu'est-ce qui peut justifier que ce soit le président qui révoque un maire? Et il y a même dans la loi de 2019, on vous dit que si l'exécutif municipal ou régional est défaillant, le président de la République peut nommer. Vous voyez que dans un contexte de décentralisation, on retombe dans une logique de recentralisation. Donc, et quand on recentralise, ça veut dire quoi? Tout revient sur le chef de l'État. Monsieur Senaloto, le chef de l'État ne va pas vous dire qu'il connaît Rimché. Pas du tout. Il va chercher quelqu'un de plus près, de plus... Voilà, on va dire, bon, comme M. Lodou l'a dit, il faut récompenser tel recruté qui a dû avoir des effets d'armes politiques pour le mettre ici et là. Donc moi je pense que ces gens-là, la politique, comme on l'a évoqué, j'ai eu souvent l'occasion de le dire ici, c'est un peu comme la démocratie. C'est un jeu qui est structuré par des enjeux, mais il faut tenir compte d'un problème, celui de la légitimité. Alors que Paul Biya a prêté serment pour un 8e mandat consécutif, il a articulé son discours inaugural autour des priorités qui, en apparence, répondent à certaines aspirations sociales fortes, emploi des jeunes, promotion des femmes, cohésion nationale et développement économique. Il a notamment annoncé l'allocation d'une part de budget d'investissement de l'État à des projets à haute intensité de main-d'œuvre destinés à offrir des emplois aux jeunes sur l'ensemble du territoire. Sur le plan social, son programme annonce un renforcement de l'intégration des jeunes et des femmes dans le tissu économique et politique du pays avec des mesures ciblées pour favoriser l'autonomisation, l'accès à la formation et la création d'opportunités dans des secteurs porteurs. Pour que ces promesses se traduisent en réalité concrète, la mise en œuvre devra affronter des défis structurels profonds. Le Cameroun, comme beaucoup de pays africains, fait face à une population très jeune avec une majorité significative des citoyens âgés de moins de 35 ans. Cette jeunesse attend davantage que des discours. Elle veut des emplois stables, des perspectives économiques claires et une participation réelle au développement national. Cependant, cette désillusion est palpable parmi les nombreux jeunes qui expriment une perte de confiance dans les processus politiques et un scepticisme
vis-à-vis de la capacité des institutions à répondre à leurs attentes. Le taux d'emploi formel reste faible et une large part de la jeunesse est contrainte au secteur informel ou à des emplois précaires. Certains préfèrent quitter le pays. Le nouveau mandat s'inscrit donc dans un contexte de forte tension politique. L'investiture de Paul Biya a eu lieu dans un climat marqué par des divisions entre une élite traditionnellement établie et une population de plus en plus désillusionnée, notamment chez les jeunes. Certains observateurs parlent d'un équilibre fragile entre stabilité et frustration populaire avec des appels au renouveau et à l'ouverture politique. Parallèlement à une volonté affirmée du pouvoir central de maintenir l'ordre et la continuité institutionnelle. Beaucoup estiment que le véritable défi du septennat ne sera pas seulement économique, mais aussi politique. Il s'agira de traduire en actes les discours sur l'inclusion, en ouvrant l'espace politique et administratif à une génération qui souhaite davantage de représentativité et de participation. Merci à vous.